Bonjour à vous, c'est Singe Psychotique qui vous parle. Je vous souhaite la bienvenue dans cette première vidéo consacrée à une des plus emblématiques séries de bande dessinée des éditions Soleil. Et oui, aujourd'hui, place à l'aventure, à la magie, aux jeux de mots pourris et aux sous-entendus sexuels. Je veux bien sûr parler de Landfeuse de Troie, du scénariste Christopher Arleston et du dessinateur Didier Tarquin. Dans cette vidéo, je vais exposer mon point de vue sur le premier cycle de cette série. Car oui, à l'heure où je fais cette vidéo, la série des Landfeust comporte pas moins de 3 cycles. Donc il y a le premier cycle, donc Landfeust de Troie, le deuxième cycle, Landfeust des Étoiles, et le troisième cycle, Landfeust Odyssée. Donc les deux premiers cycles font 8 BD. Et le dernier cycle en fait 4 à l'heure où je fais cette vidéo, mais on peut s'attendre à ce que ce cycle Landfeust Odyssey donc fasse 8 BD du coup, ce qui nous ferait un total de 3 cycles de 8 BD. Et donc il y a 20 BD actuellement sur le marché de cette série. Donc 20 BD c'est quand même pas mal, ça fait déjà une bonne série, une série bien longue et ancienne finalement, parce que c'est une, je vois là sur Planète BD que c'est une série qui a été initiée en 1994, donc ça fait déjà un moment qu'elle est sur le marché. Et eh bien je vais commencer par vous expliquer un petit peu le scénario. Donc je vais lire un résumé du scénario du fil rouge de cette série. Donc sur le site officiel, ça va sûrement être moins brouillon que si je vous en parlais de manière spontanée, je pense. Donc voilà. Donc le scénario. Chaque individu peuplant le monde de Troie possède un pouvoir magique inné, unique, plus ou moins utile. Landfeust s'effondre le métal d'un seul regard. Dans son village, il est donc tout naturellement devenu apprenti chez le forgeron. Mais le contact d'une épée venue des lointaines baronnies révèle en lui une puissance exceptionnelle. Il ne dispose plus d'un don unique mais d'un pouvoir absolu et illimité. Explication, le pommeau de cette épée est en fait dans de l'ivoire du Mago Amot, monstre de légende. Accompagné du vieux sage Nicolède et de ses 2 filles au caractère si dissemblable, Sian et Sixi, notre héros est emporté dans un tourbillon d'aventures au cours duquel il croise les plus incongrus, les plus surprenants et les plus dangereuses créatures. Donc ce résumé n'est pas totalement complet puisqu'il ne fait absolument pas mention de Thanos et de Ebus. Donc lors de son aventure, Landfeust va rencontrer un troll sauvage du nom de Ebus. Donc c'est une créature assez belliqueuse, si je puis dire, et ils vont l'apprivoiser, ça va devenir un de leurs meilleurs amis. Et Landfeust va devoir combattre sa némésis qui est Thanos, qui possède exactement la même affinité pour l'ivoire du Mago Amot. Et du coup, sauf que lui, eh bien, il veut gouverner le monde. Donc il y a donc une dualité entre les deux personnages, ça va être le fil rouge de tout ce cycle, voire au-delà. Et voilà. Donc, je vais exposer mon point de vue en vous montrant les points positifs et négatifs que j'en ai retirés après la lecture de ce cycle. Alors déjà, je vais commencer par un truc qui m'a vraiment touché dans cette bande dessinée, c'est la conception artistique de la bande dessinée. Car oui, cette bande dessinée est une bande dessinée qui se situe dans un monde d'héroïque fantasy peuplé de créatures étranges et de villes exotiques. Et voilà. Donc la conception artistique est vraiment impressionnante dans cette bande dessinée. Nous avons un Didier Tarquin vraiment en forme qui nous montre un bestiaire absolument incroyable d'originalité. Il y en a vraiment pour tous les goûts. On passe du Pétor qui est une sorte de cochon d'Inde géant. Oui, avec des défenses,
aux voraces, qui sont des créatures qui répandent la désolation partout en dévorant tout sur leur passage, en passant par les trolls qui ont un design absolument incroyable. Enfin bref, il y en a vraiment pour tout le monde. Et je trouve que cette conception artistique démontre la volonté des auteurs à construire un univers cohérent et vraiment de nous proposer une aventure d'heroic fantasy absolument épique, avec un héros qui fait une sorte de quête initiatique depuis son village jusqu'à sa transformation en héros, donc un petit peu à la manière des mythes de Joseph Campbell. Je sais pas si vous connaissez ce philosophe, et je vous conseille de y jeter un petit coup d'œil. Et du coup, c'est un scénario qui est vraiment assez classique finalement, parce que les personnages ont beau être attachants, ils sont assez distinctibles, ils ont chacun des comportements et un caractère vraiment spécifique et très sympa. Et bien le scénario est assez classique et un petit peu dénué d'intérêt, il faut le dire. Il n'y a pas de grands rebondissements, ou alors quand il y en a, c'est assez prévisible, du moins pour ce cycle. Je parle bien sûr que du cycle L'Enfeuse de Troie. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Alors oui, dans les points positifs, ce que j'ai bien aimé, c'est des petits détails assez intéressants, comme par exemple les jeux cachés. Oui, vous trouverez des jeux cachés dans le dessin, et ça j'ai trouvé ça vraiment excellent. C'est une super idée. Franchement, j'ai vraiment adoré. Quoi d'autre encore? Donc ça, c'est les points positifs. Mais maintenant, je vais vous parler des points négatifs, donc les choses qui m'ont un petit peu chagriné dans cette série de bandes dessinées. Alors en fait, si j'avais un seul point négatif à dire sur cette BD, c'est la dédramatisation constante du scénario. En effet, quand il y a un élément dramatique qui arrive, on le dédramatise de manière violente. Et donc du coup, on ne s'en fait pas pour les personnages. Il n'y a pas de tension ni de suspense. Vous n'en trouverez pas dans l'Enfeuse de Troie. Puisque de toute façon, à chaque fois, le ton de la bande dessinée est tellement second degré que on lit la bande dessinée, on voit les scènes d'action, il y a 2-3 blagues à 2 balles qui passent, et voilà, on n'est pas impliqué dans le scénario, qui est déjà assez classique, il faut le dire. J'ai quelques exemples à vous dire par rapport à ça. Par exemple, à un moment, le sage Nicolède se fait assommer par un troll, et du coup Lanfeust et ses compagnons vont aller dans une espèce de ville peuplée de dieux. Ils vont rencontrer une sorte de dieu docteur qui va soigner le sage Nicolède en claquant des doigts. Oui, il claque des doigts, il fait tac, et voilà, le sage Nicolède est soigné et tout le monde est content. Et en plus, le pire, c'est que le dieu après ausculte Ebus et s'inquiète beaucoup pour sa santé parce que il boit beaucoup, il est trop gros, il lui dit qu'il faudrait qu'il fasse un régime, voilà. Donc voilà, c'était ça le gag comique de cette situation. Donc on a un élément dramatique qui est quand même un enjeu dans l'intrigue, qui est complètement désamorcé par un effet comique, et ça je trouve ça vraiment dommage. En gros, on veut nous proposer une grande aventure, mais l'humour trop présent dans l'intrigue détruit l'histoire. Il y a encore un autre exemple qui m'a vraiment fait halluciner. Un moment, donc c'est dans le tome 3 ou 4, je ne sais plus, il y a une attaque d'un château fort, avec des chevaliers montés sur des araignées, donc des arachnes d'assaut, si je me souviens bien. Et ces arachnes vont monter sur la muraille du château, mais Ebus, donc Lanfeust et ses compagnons étant dans le château, pour défendre le château, Ebus pisse, oui, il pisse sur les arachnes qui sont en train d'escalader la muraille, et cette urine fait office d'huile bouillante. Elle est acide, vous comprenez, l'urine de troll c'est assez acide, et donc du coup les chevaliers ne peuvent pas résister, ils fondent littéralement. Donc voilà, c'est encore un élément comique qui détruit l'impact épique de la scène, et ça je trouve ça vraiment dommage.
Voilà, c'est encore un élément que j'ai vraiment pas du tout aimé dans cette bande dessinée. Mais il y en a plein comme ça. Il y a une dédramatisation constante, ce qui rend la bande dessinée le ton de la bande dessinée en fait assez bizarre du coup. Parce que on nous promet une aventure épique, comme j'ai dit tout à l'heure, mais on ne l'a jamais, parce que on n'est jamais vraiment pris dans le scénario. Je compare beaucoup Landfeus de Troie à la quête de l'oiseau du temps, parce que voilà, Landfeus de Troie a voulu faire une sorte de quête de l'oiseau du temps, mais il n'a pas réussi, parce que il est trop ancré dans ce ton parodique. Alors oui, je comprends que cette bande dessinée soit classée dans un peu un compromis entre l'humour et l'heroic fantasy, mais quand même, du coup, on ne s'y prend pas, on n'arrive pas à rentrer dans l'intrigue. Voilà. C'est le problème principal de la BD. Ce qui fait que je pense que cette BD est quand même une bonne BD, hein, c'est pas la question, c'est une BD fun, divertissante, mais ce n'est pas une grande BD d'Heroic Fantasy comme on essaye de nous le faire croire. D'ailleurs, je trouve ça assez intéressant et assez impressionnant qu'on essaye de nous vendre cette bande dessinée comme si c'était une aventure absolument épique, une référence de l'Heroic Fantasy. Depuis que le premier tome est sorti, il y a eu des tonnes de produits dérivés, des jeux vidéo même. Il y a eu tout un tas de trucs, des figurines, des mugs, enfin voilà, il y a eu tout un tas de trucs de sortie pour faire la promotion de cette bande dessinée. D'ailleurs, je pense que beaucoup de gens en ont forcément entendu parler, ne serait-ce que de Landfeus, du nom Landfeus. Les gens, je pense, connaissent de nom au moins. La plupart des gens qui sont un petit peu intéressés à la bande dessinée française. Donc voilà. Et pourtant, ce n'est pas. Je trouve que c'est une BD qui est vraiment surestimée. J'ai vraiment été étonné quand j'ai fait l'acquisition de ces cycles, de ce premier cycle, quand j'ai fait acquisition, oui, de ce premier cycle, et que je l'ai lu. Je me suis dit quoi ? C'est ça, Landfeust ? C'est ça, la BD dont tout le monde parle, qui fait des ventes absolument exceptionnelles à chaque fois qu'il y a un tome qui sort. Eh bien oui. Mais moi je comprends, c'est quand même une BD qui est assez fun, qui est très grand public, et je me suis pas ennuyé, j'ai trouvé quand même que c'était une BD qui était bien. Mais un peu surestimée, voilà. Je trouve que ce n'est pas aussi épique, aussi incroyable que on essaye de nous faire croire. C'est une BD à lire, je pense, parce que c'est quand même une BD qui est devenue culte avec le temps. Ça c'est sûr, parce que du fait de son succès, voilà. Et voilà, je pense que voilà, c'est mon avis sur cette BD. Alors je suis très impatient de voir votre avis personnel. Donc après cette vidéo, je vous encourage à poster des commentaires pour me dire votre avis, ça m'intéresse beaucoup, c'est d'ailleurs l'une des principales raisons pour laquelle je fais cette vidéo, c'est pour voir vos avis et discuter avec vous, avoir une sorte d'échange de points de vue, si je puis dire. Et donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et j'essaierai de poster des vidéos de manière régulière. Et donc tout cela dans le but d'exposer un peu mon point de vue sur les BD, les films, les séries et les livres et peut-être d'autres choses encore, d'autres formats d'expression artistique, si je puis dire. Donc voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si vous avez des conseils à me donner sur mes vidéos, je suis preneur, car j'aimerais vraiment proposer sur ma chaîne un contenu assez intéressant dans mes vidéos, et donc toute critique constructive est la bienvenue dans les commentaires. Je serais aussi ravi de recevoir ces critiques. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, hein. Au contraire, parfois les mauvaises critiques sont plus constructives que les bonnes critiques. Et oui, ça arrive. Donc voilà. Je crois que j'en ai terminé. Alors je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut!